Ma femme s'était prise une réflexion par une personne en lui disant « Ah, tu t'es marié avec ton mari parce qu'il est champion du monde ». Et ma femme a eu l'intelligence de lui répondre « Non, c'est parce que je me suis marié avec lui qu'il est devenu champion du monde ». En fait, il y a eu un clivage dans l'équipe et en fait, on me l'a fait payer. Et la personne m'a clairement dit que je ne devais pas faire partie de l'équipe de France parce que mon nom n'était pas suffisamment français. Je me sentais capable, pour pas dire que j'étais au-dessus de certains, mais en fait, je voyais beaucoup de gens évoluer et moi, j'évoluais pas. C'est pas Top Chef, hein. Ce que vous voyez à la télé, c'est une façade, hein. C'est compliqué parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir, il y a de la concurrence. Mais au final, je sais pas ce que cette personne est devenue, mais moi, je sais ce que je suis devenu. Ce prodige de la pâtisserie s'impose depuis quelques années comme une référence haute couture dans son univers sucré et surprend tout le monde par son talent et sa détermination. Nommé champion du monde du tiramisu en 2021, il décroche la 3e place au classement des meilleurs chefs pâtissiers du monde l'année suivante au salon World Chef à Abu Dhabi et consécration ultime, le 15 octobre 2023, il remporte le prix du meilleur pâtissier au championnat du monde à Milan. Une belle récompense qu'il dédie à sa mère, celle qui n'a cessé de le soutenir, celle qui lui chuchotait à l'oreille « Apprends à perdre et reste patient ». C'est un homme ambitieux qui ne se laisse pas pour autant happer par les côtés sombres de la réussite. Il prône au contraire une ambition saine et équilibrée, sans perdre de vue ses valeurs et son éthique. Ce qui le distingue, c'est son engagement indéfectible envers l'art culinaire. Il ne se contente pas de créer des desserts extraordinaires. Il s'efforce également de transmettre son expertise à la nouvelle génération de pâtissiers et fonde sa propre école des arts sucrés, Zucchero, où il partage son savoir-faire et sa passion avec des étudiants du monde entier. Tel un alchimiste des saveurs, ce grand chef pâtissier transcende l'ordinaire pour métamorphoser les simples ingrédients en véritables joyaux gustatifs, et il accepte aujourd'hui de nous ouvrir les portes de son univers. Nabil Barina, bonjour. Bonjour Manel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'accueil, merci pour la présentation. Avec grand plaisir. Je suis très touché. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé en plus ces derniers temps. Il me semble que vous revenez de Casablanca. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? J'ai été invité pour l'émission Bake Off, donc les meilleurs pâtissiers au Maroc. C'était une expérience très intéressante d'aller dans le pays de mes parents. C'était une bonne expérience et c'était cool. C'était la première fois que vous participiez à une émission télé ? C'était la première fois que je participais à une émission télé. Après, j'ai fait quelques tournages, mais sur une émission télé comme celle-ci, c'était la première fois. Et vous êtes originaire d'où ? Du Maroc, enfin vos parents sont originaires d'où ? Casablanca. Casablanca aussi. Casablanca. D'accord, très bien. Donc vous êtes un petit peu retourné aux sources. Exactement, oui. Très bien. Vous avez quelle relation avec le Maroc ? Est-ce que c'est un pays dans lequel vous retournez régulièrement ? Ah oui, j'aime le Maroc. C'est mes racines. J'y retourne de temps en temps pour profiter, pour les vacances, pour passer un peu de temps en famille, et puis pour envisager aussi des projets pour l'avenir là-bas. C'est vrai ? Ouais. Quel type de projet ? Est-ce qu'on peut en savoir plus ? En fait, au Maroc, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de jeunes dans les métiers d'hôtellerie. Ouais. C'est un pays qui se développe, il est ouvert sur l'Afrique. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses en Europe. Et aujourd'hui, j'ai envie d'amener mon expertise là-bas, la partager avec les jeunes au Maroc. De quelle façon, vous savez ? Sur la formation, principalement, pour permettre en fait aux gens d'acquérir un savoir-faire et après de développer leur propre potentiel. Ouais, tout un programme. Ouais. Non, mais c'est super, c'est génial. En fait, c'est un pays qui offre énormément d'opportunités, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de personnes qui décident de retourner vivre au Maroc, d'écrire un nouveau chapitre, vraiment recommencer tout à zéro. J'en vois de plus en plus. Oui, je pense qu'après, il y a beaucoup de... Le monde est fait comme ça, les gens pensent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça, c'est de manière générale. Et puis... les gens voient des opportunités et puis aussi des conforts de vie. La vie en France devient de plus en plus chère, donc je pense que c'est un vrai levier aussi de départ. Et puis il y a aussi le côté aussi, on cherche tous un petit peu à retrouver nos sources, notre nature, de savoir un peu d'où on vient. Et nous, pour les enfants, qui ont la double nationalité, enfants d'immigrés, on a une double culture. Donc en fait, on est aussi bien français que marocain, par exemple. Et du coup, je pense qu'il y a ce désir aussi de se connaître un peu plus en vivant des expériences dans le pays de nos parents. Et c'est quoi
je dirais, les meilleurs côtés, avantages de travailler au Maroc pour vous? Alors, moi, pour le moment, j'y travaille pas pleinement. J'ai de l'activité un petit peu là-bas, mais les avantages, le climat, il fait bon. Ça, c'est vrai. Le climat, il fait bon. C'est pas comme ici. Là, aujourd'hui, on vous accueille dans un froid glacial. Il caille un petit peu, mais non, après, il y a le climat, il y a aussi les produits, c'est des produits différents. Et puis, il y a le côté challenge. Le côté challenge, il y a tout à faire. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui... en tout cas, moi, c'est ce qui me motive. C'est les challenges. Est-ce que le mindset est le même? Parce que c'est vrai que selon les pays, en fait, il y a une façon de penser, de travailler qui est différente. Il y a des codes et des traditions qui sont différents aussi. C'est d'une ville à une autre, même en France, les mentalités sont différentes. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, j'ai travaillé à Paris, je vis à Lyon. Les mentalités sont différentes. D'un pays à un autre, forcément, c'est différent aussi. Mais après, c'est une façon de... Il y a des gens qui s'adaptent, d'autres qui sont pas en mesure de le faire. C'est quoi le secret pour bien s'adapter quand on veut s'installer au Maroc et travailler là-bas? Pas avoir de jugement sur le mode de vie des gens. Ouais. En fait, souvent, dès qu'on arrive, on veut arriver avec nos gros sabots. Et que ça soit pour n'importe quel business. Moi, je vois des gens parfois qui nous contactent pour du conseil et qui voudraient en fait révolutionner quelque chose, qui arrive avec un concept, mais il faut aussi comprendre l'environnement, comprendre les gens, et puis faire les choses avec les gens et pas leur imposer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert justement sur place qui vous a surpris? Vous vous êtes dit, ça c'est un truc qu'on n'a pas forcément en France, mais je dois le garder en tête pour pouvoir faire du business ici? Le contact. En fait, en France, c'est toujours très compliqué de créer du réseau. Au Maroc, en une semaine, vous pouvez faire du réseau. Il y a toujours quelqu'un, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. En fait, les gens sont beaucoup plus accessibles. En France, lorsqu'on va parler avec une personne, souvent, on va avoir cette idée on attend quelque chose en retour. Et en fait, au Maroc, c'est plus un système d'opportunités. Ils sont vraiment dans un mood où, tout le monde cherche une opportunité de réussir. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de s'entendre et de trouver des collaborateurs. On vous met en contact en fait facilement avec les gens, c'est ça? C'est assez facile. Par exemple, vous avez besoin de matériel, vous allez parler avec une personne, je cherche tel type de matériel, moi je connais un tel, et ensuite la personne vous accompagne. Ouais. Alors qu'en France, on va vous dire, oui, regarde sur Internet, ou on va avoir une carte de visite. Et là, en fait, au Maroc, il y a encore ce côté où il y a du contact. Et ça, c'est important. C'est super important, et je trouve que ça manque beaucoup, justement, parfois. Ouais, c'est clair. Puis surtout oui, je connais un tel, je t'enverrai le contact. Et en fait, on reçoit jamais le message, quoi. Oui, après les contacts, c'est pas moi souvent ce que je dis, c'est un contact, c'est pas suffisant. Moi, quand j'ai voulu lancer un peu des activités, moi je demandais des contacts et en fait, j'avais l'impression qu'il fallait monnayer ces contacts. Mais un contact, c'est juste un contact, ça veut pas dire qu'on va derrière capitaliser dessus. Exactement. Donc, faut pas être radin des contacts, c'est bon. Il faut pas être avare en transmission de manière générale. C'est ça. Sinon, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être fait de manière un peu maladroite et vous avez dit oups, là il va falloir que je fasse attention, que je recommence pas, parce qu'au Maroc ça fonctionne pas comme ça? Alors, au Maroc, j'ai pas eu suffisamment de temps pour faire de l'activité là-bas pour vivre ce type d'expérience. Par contre, en France, oui, parfois j'ai accordé ma confiance trop rapidement. Ah oui? Et parfois, en fait, on se rend compte que accorder de la confiance trop facilement, ça peut nous nuire, en fait. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à ça? Parce que c'est intéressant. En fait, comment expliquer? Comment expliquer les anecdotes? Il y en a. Sans forcément dire il y en a pas mal. De la personne, non, en fait, pour ne pas vous mettre en porte-à-faux. Non, mais moi j'ai pas de tabou, j'ai pas de problème. Les gens qui m'apprécient, ceux qui m'apprécient pas, ils ont leur raison aussi, je pense. J'espère qu'ils changeront d'avis. Moi, j'ai pas d'ennemis. Hein. Je vis tranquillement. Mais la confiance, elle peut nous nuire. Pourquoi? Parce que dans le travail, vous allez apporter des outils à des gens, vous allez leur faire confiance et ils vont pas prendre la responsabilité de la mesure en fait de ce que vous faites. En fait, la confiance, c'est un cadeau qui est précieux. Quand vous confiez un business à quelqu'un, quand vous confiez une tâche à une personne, quand vous confiez un savoir à quelqu'un,
il faut que la personne en prenne soin. Moi, par exemple, si on me demande de veiller sur quelque chose, je vais le faire. C'est parce que je pars du principe que la personne me fait confiance. Et je pense que dans n'importe quel rapport humain, il faut qu'il y ait de la confiance. Et aujourd'hui, on est dans une société où il y a trop de clivages, tout le monde se méfie de tout le monde. Et si on ne se fait pas confiance, on peut malheureusement pas évoluer. Mais il faut peut-être faire confiance avec un peu plus de prudence et un peu plus de temps. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous avez été trahi par le passé? Des trahisons, on en vit, tout le monde vit des trahisons. Tout le monde. Après, moi, je pars du principe que les gens me trahissent pas vraiment. Les gens se trahissent eux-mêmes, de manière générale. Lorsque moi, ça m'est arrivé d'être maladroit ou de faire des choses qui ont pu être perçues comme de la trahison. Parce que je suis un être humain, je commets des erreurs. Donc après, je pars du principe que ça peut arriver aux autres aussi. J'ai pas de souci avec ça. Bon, revenons au Maroc. La Coupe d'Afrique a commencé. Vous avez prévu de pâtisser quoi pour l'équipe du Maroc qui sera grande gagnante, n'est-ce pas, de cette coupe? Moi, j'ai rien prévu pour eux. C'est vrai, rien du tout. J'ai rien prévu pour eux. S'ils me contactent, pourquoi pas. Hein. Donc, même pas un tiramisu. Là, pour le moment, moi, j'ai des projets sur le Maroc, mais pour l'équipe marocaine, pour le moment, j'ai pas d'accord avec eux, j'ai pas de projet avec eux. S'ils nous regardent, par exemple, qu'est-ce que vous avez à proposer? S'ils nous regardent, faites-les saliver un petit peu. Je leur signe un dessert pour la victoire, mais il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils gagnent. Ah bah oui, pas de victoire, pas de dessert, pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Exactement ça. Alors, en préparant cet entretien, je me suis posé la question, parce que j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. Est-ce que le petit Nabil de 10 ans rêvait déjà de faire de la pâtisserie? Est-ce que c'est un rêve d'enfant pour vous? Moi, quand j'étais enfant, mon rêve était d'être heureux. Et c'est mon rêve aujourd'hui aussi, qui est actuel. Je rêve d'être heureux. Donc, je pense que dans la vie, il faut être heureux. La pâtisserie, c'est un levier de bonheur pour moi, très clairement. Quand j'étais petit, l'un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est les étés à cuisiner avec ma grand-mère, où je me rappelle toujours, je dis souvent ce souvenir parce que c'est l'un des plus beaux et plus marquants de ma vie, où un été, il faisait tellement chaud qu'on s'était enfermé à la maison et moi je m'ennuyais et j'étais très vivant, on va dire. Et du coup, ma grand-mère m'a pris avec elle et on a cuisiné une sorte de génoise où dessus, elle a fait un pochoir avec une feuille, elle a découpé un oiseau dessus et elle a tamisé du sucre glace et ça a fait un oiseau. Et ce moment, pour moi, c'est un moment qui est magique. Je sais pas si le gâteau était extraordinairement bon, mais en tout cas, dans mon esprit, il l'est. L'image de l'oiseau sur le gâteau, quoi, ça vous a marqué? Ce gâteau se fait qu'en fait, avec une feuille de papier, elle a réussi à faire quelque chose qui, pour moi, était incroyable. Et de là, en fait, il y a cette passion, en fait, pour la nourriture qui s'est installée. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'étais attiré par ce milieu et le fait de pouvoir faire de belles choses avec la nourriture. Donc c'est d'abord l'esthétique qui vous a attiré dans la pâtisserie? C'est toujours la pâtisserie, c'est d'abord l'œil. L'œil appelle la bouche. Oui, on voit d'abord et ensuite on imagine. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai une façon de faire des gâteaux qui sont beaucoup plus simples. Je vais à l'essentiel. Je vais à l'essentiel parce que je pense que la pâtisserie, c'est un moyen de véhiculer des émotions énormes. C'est un moyen vraiment énorme de véhiculer des émotions. Il y a des ancrages émotionnels, sensoriels, qui sont liés à la nourriture. Et on est présent, nous les pâtissiers, dans tous les moments, les beaux moments de vie des gens, les anniversaires, les mariages, Noël, on est là et je pense qu'en fait, si on fait bien notre taf, on peut marquer les esprits. Et vous me disiez, moi, quand j'étais enfant, tout ce que je voulais, c'était être heureux. Ouais. Ça veut dire quoi, être heureux? C'est quoi, pour vous, la définition du bonheur? La définition du bonheur, c'est de se satisfaire de ce qu'on a. Pour moi, le bonheur, c'est pas compliqué. Moi, je dis souvent, en fait, moi, je fais beaucoup d'accompagnement, je fais du conseil. J'accompagne beaucoup les entreprises dans des stratégies. Et souvent, en fait, on arrive dans des entreprises et il y a des gens qui sont dans l'opulence financière, mais qui sont pas satisfaits.
Ils sont pas satisfaits parce qu'ils confondent souvent ce qu'ils veulent avec ce dont ils ont besoin. Sur le papier, moi, j'aimerais avoir une grande maison avec une grande piscine, avec une grande voiture, etc. Ça, c'est ce que je voudrais. Maintenant, ce dont j'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer. Donc, en fait, si je fais le constat sur ce que je veux et ce dont j'ai besoin, je me rends compte que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc, je suis heureux. Et en fait, si on se contente, moi, je me contente toujours de ce que j'ai. Dans ma vie, j'ai eu parfois beaucoup, parfois j'ai eu beaucoup moins. J'ai eu des galères comme pas mal de gens, et j'ai eu des grandes réussites, mais à chaque fois j'ai été satisfait de ma vie. Et je pense que le bonheur, c'est ça. Ça vous vient d'où en fait ce mindset? Est-ce que c'est dans la manière dont vos parents vous ont éduqué? Est-ce qu'il y a une situation, une épreuve en particulier dans la vie qui vous a fait prendre conscience de ça? Parce que c'est une grande leçon quand même. Hein. Ça permet vraiment de relativiser et de voir la vie autrement, de manière positive. Ah oui, bien sûr. Non. Moi, l'éducation, c'est ma mère. L'éducation que ma mère nous a apportée, elle est extraordinaire. Ma mère a joué deux rôles, le rôle du père et de la mère, parce que j'ai perdu mon père et j'étais très petit. Mais je n'ai jamais eu la sensation, le manque de mon père. Ça veut dire que il me manquait par sa présence, mais je n'ai pas ressenti ce manque-là parce que ma mère a toujours en fait fait en sorte qu'on soit bien. Et elle nous a toujours en fait appris les choses simples, d'être intègre, juste et généreux. Et en fait, ça c'est les fondations en fait de mon éducation et c'est ce qui m'a permis de grandir et de devenir un homme équilibré. Je me contente de ce que j'ai. Ce que je n'ai pas, je vais jamais en fait être triste de quelque chose que je n'ai pas parce que je ne l'ai pas. Donc en fait, je peux pas être triste de quelque chose que je n'ai pas. C'est je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est très simple pour moi. Qu'elle ait réussi à vous insuffler ça, franchement, c'est très fort. Elle a fait du très bon travail. Parce que j'ai l'impression quand même que la plupart des gens qui sont frustrés à cause de ça, parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils sont toujours en train de réfléchir à ce qu'ils pourraient avoir dans le futur, les objectifs qu'on peut atteindre, la maison qu'on peut acheter, la voiture, les vacances, etc. Et on n'est jamais vraiment reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que c'est une grande leçon et franchement, chapeau à elle, en tout cas, elle a fait du très bon ça travail. C'est sûr. Est-ce qu'il y avait une certaine forme de rigueur à la maison? Je pense pas. On avait des obligations. Hein. Ça veut dire que on avait un calendrier pour le ménage, pour quand même. Le matin, tout le monde faisait son lit. Ouais, on était réglés quand même. Hein. On était réglés. Mais en fait, elle nous a appris les choses importantes de la vie, mais toujours comme un jeu. Et ça, je trouve ça génial. Je me rappelle d'une époque où on se chauffait en fait, avec un poêlon, et on était une famille modeste. Et du coup, en fait, avec mon frère, on avait un jeu. On allait sur le marché, on récupérait des palettes. Mais en fait, pour nous, c'était un jeu. Ouais, mais la réalité, c'était pas une corvée en fait. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'avait pas les moyens de se chauffer. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, moi, quand je prends le recul sur ma vie, je suis très fier de ma mère. Je suis très très fier de ma mère, de ce qu'elle a fait de nous. On a tous réussi et on est tous équilibrés et c'est grâce à elle. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai 4 sœurs et un frère. Ah oui, en plus une famille nombreuse. Exactement. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, vous avez des enfants vous-même? J'ai une petite fille. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à votre petite fille de l'éducation que vous avez reçue de votre maman? Quelque chose qui est super important pour vous? D'être juste. Peu importe ce qui peut se passer, d'être juste et de pardonner tout le temps. Parce que je pense que les plus grandes douleurs que les êtres humains ne peuvent pas supporter, c'est la rancœur. Ouais. Et pour moi, la rancœur, c'est des pierres dans le cœur. Et du coup, si je peux apprendre ça à ma fille à pardonner, parce que au final, nous aussi, on fait des erreurs et on aime bien être pardonné. Donc, ça serait ça. Si je pouvais lui léguer quelque chose, ça serait ça.
Et en plus, quand on fait l'acte de pardonner à quelqu'un, en fait, on se rend service déjà à soi-même. Exactement. C'est pour la sérénité de l'esprit. Je prends cet exemple aussi souvent sur les accompagnements où souvent les gens, quand ils ont de la rancœur ou quand il y a un conflit, c'est un peu comme un lac avec une mare très calme, enfin une surface très calme, et là on jette un gros pavé sur l'eau, ça éclabousse, ça c'est toutes les mauvaises énergies, c'est tout ce qui est négatif qui éclabousse, et ensuite il y a des ondes autour du choc qui se créent et qui s'éparpillent. Mais au bout d'un certain temps, la surface redevient calme. Oui. Mais la pierre est toujours au fond de l'eau. Et en fait, si on ne pardonne pas, la pierre restera toujours au fond de l'eau. C'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est important d'avoir ce travail de pardonner aux gens et de se pardonner à soi-même, de retirer cette pierre pour ne pas vivre avec ce fardeau. Parce que souvent, en fait, les gens gardent les choses, même si en surface. Et ça, c'est ce que ma mère m'a appris, c'est ce que moi j'ai envie d'apprendre à ma vie. Ouais, c'est une très belle métaphore en tout cas. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'être passé par des moments difficiles, mais d'avoir appréhendé ces moments-là par le jeu, vous avez permis de dédramatiser certaines situations qui auraient pu être compliquées, hein, surtout quand on est jeune, quand on est enfant. Est-ce que ça vous a permis de réussir dans la vie, d'atteindre des objectifs que vous étiez fixés, de rendre les choses un peu plus faciles dans la vie d'adulte? En fait, moi, ma mère me disait souvent, moi, j'étais très bagarreur quand j'étais plus jeune, et souvent, je disais à ma mère, mais t'inquiète pas pour moi, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et même adulte, et un jour, je lui dis, mais je suis parti en Asie, et elle s'est inquiétée pour moi, et je lui dis, écoute, n'aie pas peur pour moi, je n'ai peur de rien. Elle me dit, c'est parce que tu n'as peur de rien, mon fils, que j'ai peur pour toi. Et ça, c'est sa philosophie. Et c'est vrai que sur moi, les leviers de ma vie, c'est que quand je me mets une idée dans la tête, je vais tout faire pour y arriver. Je me laisse pas perturber par des gens qui vont me dire c'est trop compliqué. La vie, elle est compliquée. Tout est compliqué. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit bon bah on essaye, tout en sachant qu'on peut échouer. Soit on se dit bon on fait rien. Ouais, mais comme vous dites, la vie est compliquée. J'ai l'impression que quand on devient parent, naturellement, on a envie de faciliter la vie à nos enfants. Parce que, on est parents, quoi. C'est le cœur d'un papa et d'une maman qui parlent. Simplement, en voulant trop faciliter la vie des enfants, on grandit sans avoir forcément de difficultés à franchir. Et une fois arrivé dans la vie d'adulte, franchement, on se prend une grosse claque. On tombe de haut. Parce que, comme vous l'avez vraiment bien dit, la vie est compliquée. J'aimerais savoir comment vous intégrez cette part de difficulté dans l'éducation de votre fille. En fait, c'est simple, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je vais être cru, mais en fait, ma fille, elle se débrouille, en fait. Ma fille va se débrouiller. Moi, la seule chose que je peux lui laisser, c'est l'éducation. C'est la seule chose. Ce qui lui est destiné, ça lui est destiné. Moi, j'aurais pas d'influence là-dessus. Souvent, les gens sont là, il faut que je mette de l'argent de côté pour les études de ma fille, pour ci, pour ça. Moi, j'ai pas fait spécialement d'études, mais j'ai fait des choses dans ma vie. J'ai eu un parcours qui m'a amené sur la direction que je devais avoir. Et les études, souvent, on focalise, on veut que nos enfants fassent des études, mais en fait, combien de personnes qui ont fait des grandes études ont réussi leur vie? Il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, l'objectif, c'est moi, dans l'éducation de ma fille, c'est de lui dire qu'elle est capable de faire tout ce qu'elle voudra faire. Et qu'elle est destinée à être la personne qu'elle a envie d'être. Ça, en tout cas, c'est ma ligne directrice. Ouais, c'est intéressant, comme on dit en anglais, c'est pas overprotected. Vous la surprotégez pas et vous la laissez vraiment construire son parcours avec ses difficultés. En fait. C'est ça. Il faut qu'elle vive ses propres expériences. Moi, je suis là pour elle. Je suis là pour elle. Après, le reste, c'est à elle de faire ses choix. Moi, j'ai vécu ma vie et c'est à elle de vivre la sienne. J'ai eu une discussion comme celle-ci il y a quelques jours. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on se disait, pour pouvoir intégrer un peu de difficulté, une bonne difficulté positive dans l'éducation d'un enfant, c'est aussi de le mettre au sport, par exemple, dès le plus jeune âge. Après, lui laisser effectivement la possibilité de choisir le sport qui lui convient. Il peut tester, et puis après, choisir celui qu'il lui faut.
Mais je trouve que le sport apporte vraiment ce mindset. Le sport, c'est important, c'est très important. Et puis oui, ça nous en fait, dès qu'on fait souvent, moi, dès que je fais les concours, les gens me disent, mais t'as pas peur parce qu'il y a le Japon, il y a la Chine, il y a l'Italie. Et en fait, on n'est pas confronté aux autres. Réellement, on est confronté à soi-même. Et pour la petite anecdote, là, j'étais capitaine de l'équipe de France à Milan. Et la dernière semaine, on est mort, on est sur les rotules. Parce que ça va jamais. Ça va jamais. Il faut gérer les égos de tout le monde. Il faut, en tant que capitaine, il faut gérer les égos de tout le monde. Ce qui est le plus difficile. Ce qui est difficile, mais là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des coéquipiers qui étaient exceptionnels et on s'entendait tous bien. Il y a la fatigue, il y a le stress, il y a l'appréhension de l'échec, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis, il y avait un des candidats qui était avec nous qui est tombé en glissant dans le laboratoire 2 jours avant le concours. Ouais. Et en fait, là, il y avait tellement de fatigue, ça faisait 17 heures qu'on bossait, on était morts. Et quand il est tombé, il m'a regardé et à ce moment, je me dis, il s'est vraiment fait mal. Je me dis, si je lui tends la main pour l'aider à se lever, c'est mort. Il va me dire, viens, on se repose, on reprend demain. Mais c'était pas lui rendre service. Donc du coup, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, quand tu vas te lever, tu iras faire ça, ça et ça. Ah ouais. Et là, il se met à pleurer. Et je lui tends un sopalin et je m'en vais. Et quand je raconte ça à ma femme, elle me dit, mais t'es un tyran. Et je lui dis non, parce qu'en fait, à ce moment-là, en fait, on a un objectif. Et dans la vie, parfois, quand ça devient compliqué, eh ben, on baisse les bras et on veut se reposer. Et puis non, en fait, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est mon état d'esprit, c'est celui-ci. Mais ce coéquipier qui est tombé du coup et qui a eu comme réaction de votre part, voilà ce que tu dois faire, tiens, je te tends un mouchoir. Lui, il l'a pris comment ? Est-ce que vous en avez parlé par la suite ? Ah oui, sur le moment, il m'a détesté. Ouais. sur le moment. Est-ce qu'il a compris ? Sur le moment, il m'a détesté, mais lorsqu'on est arrivé sur le concours, il a compris parce que je lui ai fait recommencer des choses au moins une 30aine de fois parce qu'il fallait que ça soit parfait et parce qu'on n'a qu'une seule chance. On n'a qu'une seule chance lors d'un championnat du monde, c'est 1 an de travail. On a une chance. Et bah oui, dans la vie, ça va nous arriver d'être fatigué. Ah et oui. Voilà, ouais. C'est pas grave, on se reposera après. Et lorsqu'on a gagné, il m'a remercié parce qu'il m'a dit voilà, tu m'as poussé sur mes retranchements. Je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. C'est vrai, vous avez raison, Nabil. Des fois, en fait, je me dis, ça m'arrive aussi personnellement. Je me dis qu'en fait, il faut juste mettre son cerveau en mode pause pour essayer de mettre ses émotions de côté, ne pas y réfléchir. On fait pas le focus dessus. Juste, on continue à faire ce qu'on a à faire. C'est une période, en fait, dans la vie. En général, ça dure quoi ? Quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais c'est pas fataliste, quoi. Bien sûr. Et après, une fois que c'est terminé, ok, là, on peut pleurer, on peut faire le bilan. Oui, c'est ça. Voilà, on laisse les émotions se dégager. Je pense que c'est aussi important d'exprimer ses émotions. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des moments dans la vie où on est obligé, en fait, de faire une pause là-dessus. Sinon, on se laisse happer et on fait plus rien. Je suis d'accord. On est notre propre ennemi, en fait. Exactement. Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai un peu abandonné le sport. J'ai une phobie de la salle. C'est vrai ? Pour m'y remettre, ça a été très compliqué. Mais souvent, en fait, c'est parce qu'on se met des barrières. On se met des barrières psychologiques. C'est dans la vie, de toute manière, 90% des échecs qui sont dus à nous-mêmes, à nos propres peurs. Ouais, mais moi, j'ai tendance à dire que les peurs, elles finissent toujours par se matérialiser. Prenez un couple, quelqu'un qui va avoir peur que sa femme le trompe, il va commencer à être sur elle, à lui prendre la tête, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Personne ne veut être avec un relou, quoi. Et toutes les peurs, elles finissent toujours par se réaliser. Donc en fait, à un moment donné, oui, la peur, en fait, c'est un état d'esprit. Et après, il faut passer ça. La peur, c'est une émotion, il faut la combattre et puis il faut passer au-dessus, quoi. J'aimerais beaucoup savoir quelle est la plus grosse claque que vous êtes prise
en entrant dans le monde professionnel, dans le monde du travail, quelque chose dont personne vous a parlé, que vous avez découvert. Et c'est souvent des choses qu'on découvre sur le tas, à nos propres dépens, en fait. Alors, la plus grande claque que j'ai pris professionnellement, c'est que je pensais qu'en fait, la compétence était suffisante. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il y a des environnements qui sont encore très fermés, que ce soit au niveau pour les femmes. Moi, c'est un métier où, quand je suis arrivé, il y a encore quelques années, c'est une petite nénette, voilà. Donc elle peut pas être chef de poste ou quoi que ce soit. Bah, c'est un petit maghrébin, il peut pas évoluer. Et parfois, j'ai vécu des situations qui étaient très frustrantes parce que techniquement, je me sentais capable, pour pas dire que j'étais au-dessus de certains. Mais en fait, je voyais beaucoup de gens évoluer et moi, j'évoluais pas. Donc c'était, mais les défaites sont juste des leçons déguisées, en fait. C'est juste des opportunités croissantes de réussir. C'est tout. Mais c'est vrai, ça, c'est un vaste sujet. Hein. C'est quelque chose que je dis toujours. Le talent ne suffit pas. C'est ça. C'est un sujet qui a été démontré maintes et maintes fois à travers ce podcast. Honnêtement, toutes les personnes que j'ai reçues m'ont toujours dit la même chose. Moi-même, je l'ai vécu. Le talent ne suffit pas. C'est triste, mais c'est la réalité. Il faut en prendre conscience. Hein. Il faut pas, il faut le dire même à la jeune génération, aux jeunes qui débutent. Il faut être très bon dans ce qu'on fait pour faire la différence, mais le talent ne suffit pas. Mais justement, vous, Nabil, vous êtes jeune, lyonnais, d'origine marocaine. Quand vous êtes arrivé dans l'univers de la pâtisserie, qui est quand même un monde très fermé, comment vous avez été accueilli? Comment ça s'est passé concrètement pour vous? Alors, ça dépend. J'ai eu des très bonnes expériences, comme j'ai eu de très mauvaises, mais moi, mon défaut, c'est que je suis quelqu'un qui... je me lasse très vite. J'ai besoin d'apprendre tout le temps. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin de faire de nouvelles choses. Et quand j'arrive dans un environnement et que... Enfin, quand j'arrivais dans un environnement et que j'avais acquis une compétence, il fallait que je passe à autre chose. Mais le problème, c'est que parfois, les gens vous voient, en fait... y a des gens qui sont dans leur train-train quotidien, qui se satisfont. Moi, j'ai vu des personnes avec qui j'ai travaillé il y a des années, ils sont toujours au même poste, ils font toujours la même chose. C'est leur objectif de vie. Et ces personnes ne veulent pas vous voir évoluer. En fait, les gens souvent ont peur. En fait, l'être humain se battra toujours plus pour préserver ce qu'il possède plutôt que pour ce qu'il pourrait avoir. Totalement. Et du coup, souvent, les gens, en fait, quand ils peuvent pas rivaliser par le travail, la façon la plus facile de paraître grand, c'est de dire que l'autre est petit. Et parfois, j'ai été confronté à ce genre d'action où on est éliminé parce que, voilà. Ça doit être super frustrant, énervant. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pour qu'on puisse comprendre concrètement de quoi il s'agit? Alors, sur un concours que j'ai vécu il y a quelques années, on avait été coaché et on a fait des mauvais choix. On a été coaché, on a été mal coaché. En fait, on a eu une équipe où on n'avait pas le droit de prendre conseil vers des personnes qui avaient des compétences que nous, on n'avait pas. Parce qu'en fait, il fallait qu'on reste entre nous. Okay. Et moi, en fait, je trouvais ça complètement ridicule parce que moi, j'avais mon objectif, c'était de remporter ce championnat. Et je suis allé demander conseil à un meilleur ouvrier de France que je connaissais très bien. Et lorsque ça a été on en a entendu parler, enfin les gars de l'équipe étaient au courant. En fait, il y a eu un clivage dans l'équipe et en fait, on me l'a fait payer. Et la personne m'a clairement dit que je ne devais pas faire partie de l'équipe de France parce que mon nom, Nabil Barida, n'était pas suffisamment français. Ah oui, vraiment des choses blessantes, quoi. Mais ça m'a blessé, mais ça m'a pas perturbé parce que moi, je ne laisse personne me dire ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Donc après, les gens ont le droit d'avoir le racisme. Hein. Clairement, on va mettre des noms. Le racisme, c'est une peur, en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc peut-être qu'on ne se connaissait pas suffisamment. Peut-être que cette personne n'a pas cherché à connaître plus de Nabil. Mais au final, je ne sais pas ce que cette personne est devenue. Mais moi, je sais ce que je suis devenu.
Et ça, c'est une belle revanche. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, je me dis, quand ce genre de situation arrive, ça doit quand même être déstabilisant, quoi. Comment on fait pour aller au-dessus, au-delà? Comment on fait pour pas y réfléchir la nuit avant de dormir, pour se réveiller le lendemain et être toujours aussi motivé? Est-ce qu'il y a quand même un impact psychologique? Ça blesse. Ça blesse. Après, c'est... de toute façon, tout ce qu'on vit nous blesse. Tout ce qu'on vit laisse des traces. Ouais, mais quand on dit, ouais, ton nom c'est Nabil Barina, donc voilà, tu feras jamais partie de ça. Vous n'avez pas choisi votre nom, vous n'avez pas choisi vos origines. C'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. Mais c'est là où cette personne a commis une erreur, c'est que moi je suis très fier d'être Nabil Barina. Je suis très fier de porter le nom de mon père. Je suis très fier de mes origines, de mon héritage, de mon parcours de vie. Je suis très fier d'avoir accompagné, d'avoir emmené l'équipe de France au championnat du monde. Je suis très fier d'être double champion du monde. Aujourd'hui, si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que je m'appelle Nabil Barina. Ça veut dire qu'en fait, moi, je laisse personne, et ça, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, je laisse personne définir ce que je suis. J'ai des défauts, j'ai plein de défauts. Peut-être plus de défauts que de qualités. Mais ce sont mes défauts. Et j'en suis fier. Et dans la vie, en fait, faut jamais se laisser abattre. Moi, je peux tomber, mais en fait, quand je vis un échec, je me dis, ok, c'est un échec déguisé, c'est une leçon. Et après, j'apprends de mes échecs. Je reste jamais sur un échec. Pour moi, un échec, c'est ok, il m'est arrivé ça, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'est arrivé ça? Et ensuite, j'avance. Et parfois, on n'a pas la réponse tout de suite. Parfois, on a la réponse après. Et moi, il y a des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Je me dis, tiens, si j'avais été champion du monde plus jeune, peut-être que j'aurais pris la grosse tête, peut-être que si, peut-être que ça. Et en fait, je relativise toujours. Moi, aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de mon parcours. Je suis champion du monde, mais je suis pas le meilleur pâtissier du monde. Et ça m'intéresse pas de l'être. Moi, ce que je veux être apprenti toute ma vie. J'ai envie d'apprendre. Et j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire. Souvent, les gens disent, t'as envie de faire des grandes choses. Non, moi, j'ai envie de faire de belles choses. J'ai envie de faire des choses qui rendent les gens heureux. C'est ce que je dis aussi souvent. Je préfère faire de belles choses. Grande chose, c'est quoi? De toute façon, qui détermine ce qui est grand ou pas? C'est vraiment très subjectif. Hein. Je pense que aujourd'hui, les gens, on le voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les personnes donnent de la valeur au nombre de followers. En fait, c'est au niveau. Il y a des gens qui aiment leur ego plus que la vie, en fait. Donc ça, c'est dommage. Moi, je connais des gens qui. J'ai travaillé pour des gens qui pouvaient remplir leur établissement avec leur ego, clairement. Wow. Mais ça fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de perdre des followers ou peur de ce que un tel ou un tel va penser. Mais en fait, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et en fait, le plus important, c'est d'avoir une bonne pensée de soi-même. Oui, d'avoir une pensée, d'avoir ses propres valeurs, Exactement. Une éthique, et de pas effectivement avoir peur de ce que les autres peuvent dire ou penser. Surtout dans la période que nous traversons, que nous vivons, le monde dans lequel on vit, où il se passe énormément de choses. Je pense que c'est très important ce que vous dites là, c'est clair. Mais bon, on peut pas se cacher qu'on a tous un ego. Ouais, Est-ce que vous arrivez quand même à faire abstraction de ça, vous? Comment vous faites pour dompter votre ego? L'ego est important. L'ego est important parce que l'ego, c'est ce qui nous permet c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de choisir un pull agréable pour venir ici. C'est ce qui m'oblige à prendre soin de moi, à faire du beau travail. L'ego est important, mais l'ego, en fait, il doit pas nous dépasser. En fait, on doit jamais laisser notre ego nous dépasser. Et à quel moment on sait que notre ego nous dépasse? C'est lorsque quelqu'un nous dit, par exemple, j'ai pas aimé ton gâteau. Tu as le droit de pas aimer mon gâteau. Mais si en fait ça m'affecte, c'est peut-être qu'en fait c'est mon ego qui est blessé, puisque la personne a le droit de pas aimer mon travail, elle a le droit de pas apprécier mon gâteau. Parce que les goûts et les couleurs, voilà. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et tant mieux. Et tant mieux. Ouais. Et tant mieux. Oh, quelle horreur de plaire à tout le monde. J'aurais des problèmes avec ma femme. J'aurais beaucoup de problèmes avec ma femme. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est bien une chose moi que j'ai appris ces dernières années, c'est que le talent ne suffit pas. Il existe bel et bien des codes de la réussite dans tous les domaines. J'aimerais savoir
Quels sont les codes, en tout cas si vous les avez trouvés, les codes de la réussite dans l'univers de la pâtisserie? C'est quoi? Pour moi, je pense qu'il faut être soi-même. Faut être soi-même. Moi, je veux citer un pâtissier que j'aime beaucoup. Cédric Grolet. C'est le pâtissier le plus suivi du monde. Mais en fait, c'est peut-être l'un des plus critiqués aussi, parce que ça va avec. Ouais. Mais en fait, il a fait les choses comme lui voulait les faire. C'est le premier à avoir fait des vidéos, c'est le premier à avoir fait de l'influence sur Internet. Il a amené sa propre personnalité. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens l'ont copié. Maintenant, quand vous arrivez dans une boutique, vous voyez un fruit, par exemple, vous allez dire « Ah, c'est comme Cédric Grolet. » Ben, c'est comme Cédric Grolet. Mais Cédric Grolet, il existe déjà. Et en fait, je pense que... Je prends cet exemple parce que c'est plus marquant. Ouais. Et je pense qu'en fait, pour réussir, il faut être soi-même. En fait, il y a des gens, ce sont des contrefaçons d'autres personnes. Moi, je suis moi-même. Ça veut dire que moi, la pâtisserie que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire. Là, on a fait des boutiques éphémères en France, on a fait le Tour de France, on a fait des boutiques éphémères, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. On est sorti du Covid, on a été enfermés. Moi, je me suis dit, j'aime les gens, j'aime bien tchatcher, donc je vais faire un tour, et on va aller à la rencontre des gens, et on va permettre à des gens qui sont en province, parce qu'aujourd'hui, à Paris, vous pouvez avoir accès à plein de bonnes pâtisseries, mais dans les autres villes, c'est pas forcément vrai. Donc, du coup, nous, on a pris notre petite camionnette, on a fait des petites boutiques, et on est allé à la rencontre des gens, c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et du coup, je pense qu'en faisant ce genre de choses, en étant ce qu'on a envie d'être, on peut être que performant, et c'est le secret de la réussite. Il faut vendre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est. Est-ce qu'il vous arrive justement de parler, d'échanger avec d'autres chefs pâtissiers comme Cédric Grolet, qui rencontre un énorme succès, ou est-ce que au contraire c'est un monde où il y a beaucoup de concurrence, où les chefs pâtissiers ne se parlent pas forcément entre eux Ah, c'est un panier de crabes. C'est un panier de crabes. Le monde de la food, c'est pas Top Chef. Ce que vous voyez à la télé, c'est une façade. C'est compliqué parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Il y a de la concurrence, mais après, il faut que la concurrence te reste saine. Ce que j'ai parlé, c'est moi je dis souvent qu'il y a suffisamment d'êtres humains pour tout le monde. Ce que fait un tel, il le fait et si la personne garde sa propre personnalité, l'autre ne le fera pas, et puis ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est des métiers où il faut jouer des coudes un petit peu. Mais est-ce qu'elle est saine, cette rivalité? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. C'est-à-dire développer un peu plus. Vous avez eu aussi des histoires pas très fun avec d'autres chefs? Plus jeune, j'ai eu des histoires où les gens dégradaient un petit peu les recettes pour qu'on passe un petit peu pour des benets, mais ça c'était c'est des bizutages. Mais en fait, c'est vrai que moi je fais tellement pas focus en fait sur les gens que. Mais oui, il y a de la concurrence. Il y a une petite anecdote, par exemple, moi je suis sur Lyon, on n'a pas de boutique pour le moment. On n'a pas de boutique, mais on fait parler un peu de nous. Et il y a un célèbre chocolatier sur Lyon qui a envoyé des messages à des influenceurs pour pas qu'ils nous fassent de la publicité. Ah ouais, carrément. Et en fait, moi j'ai halluciné sur le moment et j'étais ravi de son action parce que ma meilleure publicité, après tout, c'est ça. Parce que forcément, les gens sont un peu commères et du coup, ils veulent savoir pour quelles raisons, en fait, les gens agissent de cette manière. Moi, j'ai jamais répondu, en fait, à ce type de provocation parce que c'est que de la peur. Les gens ont peur, en fait. Il y a des gens qui ont des monopoles, qui sont installés depuis des années et qui voient des jeunes émerger et ça les perturbe. Ça les perturbe. Alors qu'en fait, ces gens ont leur savoir-faire et nous, on n'est pas là pour les concurrencer, on est là pour amener des choses. On veut gagner nos vies, en fait. Ça veut dire que eux, ils ont eu des ambitions à un certain moment de leur vie. Il faut que les autres aussi aient leur ambition. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu une vague de nouveaux chefs, notamment des chefs pâtissiers, émerger et propulsés par les émissions télé, par les réseaux sociaux. Ouais. Et moi, je me demande, est-ce que c'est pas encore plus difficile aujourd'hui de se faire sa place dans ce monde, finalement, dans cet univers de la pâtisserie? Si, après, il y a beaucoup de chefs qui sont très médiatisés. Je pense qu'aujourd'hui, pour
faut être un très bon communicant. Il y a des gens qui sont très bons communicants, qui sont meilleurs communicants que pâtissiers, et qui réussissent très bien leur vie. Je pense qu'il y a des gens qui réussissent parce qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait être connecté. Nous, par exemple, on est très peu connectés, on publie très rarement, parce que c'est pas notre philosophie. Plusieurs fois, on m'a dit oui, tu devrais faire des vidéos, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais nous, on sait que les gens qui nous suivent, ils nous suivent pour notre produit ou pour notre projet. Et après, je pars du principe que le bouche à oreille reste pour moi ce qu'il y a de plus sûr. Aujourd'hui, moi, j'ai une activité qui me suffit. Je vis bien. Et je pourrais pas assumer du travail de qualité avec tout le monde. Moi, aujourd'hui, mon business, je veux que les gens soient satisfaits de ce que je leur vends. Donc, en fait, je cherche pas à avoir une grosse influence. C'est vrai parce que souvent, on a l'impression que quand on voit beaucoup une personne sur les réseaux, sur Internet d'une manière générale, on a l'impression que cette personne, en fait, elle est très successful, quoi. C'est la réussite, elle gagne beaucoup d'argent, tout se passe très bien pour elle. Mais c'est pas forcément le cas. Hein. Et on pourrait être vraiment très surpris de connaître les backstage et de voir que la plupart du temps, enfin, c'est peut-être pas le cas pour Cédric Grelet, hein, mais souvent il y a des personnes aussi qui travaillent dans l'ombre, qui n'ont pas une très grande communauté, mais pour qui ça fonctionne très très bien. Ouais. Après, c'est des métiers où aujourd'hui tout coûte cher. Tout coûte cher, l'énergie, ça a explosé, plus de 60%, la matière première, plus de 40%. Et si on commence à vendre nos pâtisseries au prix réel, c'est compliqué. C'est pour ça qu'en fait, moi souvent, je dis sur le conseil que j'amène, c'est faites moins de gâteaux, mais faites des bons gâteaux. Mais c'est vrai que, moi je le vois, des moments, il y a des gens... ma femme s'était prise une réflexion un jour par une personne en lui disant « Ah, tu t'es marié avec ton mari parce qu'il est champion du monde. » Et ma femme a eu l'intelligence de lui répondre « Non, c'est parce que je me suis marié avec lui qu'il est devenu champion du monde. » Très bonne réponse, madame. Mais ma femme est très intelligente. Mais en fait, c'est vrai que les gens, parfois, nous pensent que, parce que vous avez des titres, que tout de suite, ça y est, vous êtes au top, quoi. Concrètement, ça change quoi de recevoir ce genre de titre? Est-ce que ça change vraiment quelque chose d'ailleurs? Ça change le regard des gens. Ça change beaucoup le regard des gens. Moi, je dis souvent que je suis le même gars que la semaine dernière, que la semaine d'avant. J'aime bien dire cette phrase. Mais le regard des gens, ouais, il change. C'est quoi? C'est leur rapport avec vous? Le rapport avec les gens et le rapport avec le business aussi. Parce qu'on a forcément plus de demandes parce que notre nom fait vivre. Aujourd'hui, moi... si je signe une carte point à un établissement, le dessert il peut passer de 10 à 17 euros. Donc ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Donc nous après on choisit aussi bien nos collaborations. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je reçois beaucoup de messages de jeunes et de moins jeunes où on se rend compte qu'en fait on a une responsabilité. On a une responsabilité parce qu'on est des exemples pour ces jeunes qui se disent finalement on peut réussir en fait. Finalement j'étais peut-être pas très bon à l'école, mais j'ai des mains, j'ai un cerveau qui fonctionne bien, je peux faire quelque chose. Et en fait, nous, on est tout le temps dans la simplicité. On laisse les gens venir. En tout cas, moi, je laisse les gens venir à mon contact facilement. Je suis pas fermé là-dessus. J'aimerais beaucoup savoir quel rôle joue la spiritualité dans votre vie. Alors, la spiritualité, pour moi, elle équilibre ma vie. Elle équilibre ma vie entre mon cœur et ma raison. Je dis souvent que dans la vie, il faut faire les choix avec le cœur et la raison. Parce que souvent, en fait, quand on fait que des choix de cœur, on va au casse-pipe. Mais si on fait des choix que de raison, en fait, la raison est trop radicale et du coup, parfois, on ne prend pas les bonnes décisions. Et je pense que la spiritualité, elle permet de faire l'équilibre entre les deux. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, un moment, une situation où vous deviez faire un choix, peut-être difficile, peut-être compliqué, et où la spiritualité vous a aidé à faire cette balance entre le cœur et la raison? Avant de demander ma femme en mariage, on n'a pas la même culture. Et les gens, parfois, se mettent des barrières pour des cultures. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas la même culture. Et
il y avait une barrière psychologique au niveau de la famille qui pouvait bloquer. Et du coup, la spiritualité, on a les mêmes croyances. Et du coup, en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que ce qui était important, ce n'était pas nos différences, mais plutôt nos ressemblances. D'accord. Voilà. Et est-ce que votre spiritualité vous aide également dans votre travail ? Oui, parce qu'elle me permet de faire des choix qui sont sains. Je triche pas. J'essaie d'être au juste poids. Ça veut dire que je veux que les gens en aient pour leur argent. Je cherche pas à faire de trop de bénéfices sur le dos des gens. J'essaie de leur vendre de vendre au prix juste. Et avec les gens qui sont autour de moi, j'essaie d'avoir des rapports sains et équilibrés. Voilà. Ouais, ça vous permet d'avoir une vraie éthique professionnelle, une direction, des valeurs, un socle en fait. Exactement, parce qu'en fait, dans la vie, en fait, on a toujours le choix, soit faire le bien, soit faire le mal. C'est des choix qui sont tous les jours dans notre quotidien. Et du moment où on pense que nos actions peuvent avoir des conséquences, forcément on fait plus attention aussi. Par exemple, vous êtes sur l'autoroute, c'est limité à 70 km/h, mais que vous savez que si vous roulez à 120, vous allez perdre des points, vous allez respecter le code de la route. La spiritualité, c'est pareil. C'est une sorte de code de la route. C'est le code de la route pour moi. C'est vrai, c'est une belle image. Est-ce qu'il y a des opportunités que vous avez refusées parce que ça ne correspondait pas à vos croyances ? Oui. Ah oui ? Oui. Je ne peux pas travailler, par exemple, pour des choses pour des lieux ou des personnes dont les activités pourraient nuire aux autres. Par exemple ? Par exemple, je ne peux pas travailler avec des gens qui vont embaucher des salariés et pas à leur juste valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces gens vont fournir un travail, vont donner un maximum de ce qu'ils peuvent faire, mais en fait, vont pas être rétribués correctement pour ce qu'ils font. Et je peux pas accompagner des gens dans des entreprises dans leur développement, tout en sachant que eux vont se développer, mais ils vont pas être justes avec leurs collaborateurs. C'est compliqué quand même à savoir ça, non ? Ça se voit tout de suite. Parce qu'il y a souvent, en fait, dans le comportement des gens, il y a des gens qui sont... Dans beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de gens qui vont être très motivés, qui vont se donner pleinement pour le travail, parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est la satisfaction et la sécurité. Et il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, de se dire, lui, de toute manière, il est dans le besoin. Donc ils vont en profiter, ils vont jouer de ça. C'est ça. Je trouve quand même qu'il y a une grande éthique dans votre approche du travail, ce qui fait plutôt plaisir à entendre. Mais est-ce que c'est compatible avec la société capitaliste dans laquelle on vit aujourd'hui ? Il faut choisir ses collaborateurs. C'est comme... faut choisir ses amis. Totalement d'accord. Faut choisir ses amis, il faut choisir les relations qu'on va avoir avec nos voisins. On va avoir un voisin qui fait du bruit, on peut se dire je vais appeler la police, ou on peut se dire je vais aller le voir, lui dire s'il te plaît, tu fais un peu de bruit. Peut-être qu'en allant le voir, ça va atténuer le conflit de voisinage. En fait, c'est toujours un choix de collaborateur, un choix de relation. C'est quoi vos 3 critères pour choisir les collaborateurs avec qui vous travaillez ? J'en ai qu'un, c'est la motivation. La motivation ? Ouais. La motivation, c'est le critère principal des personnes que je choisis avec qui je vais travailler. Parce que si une personne a du talent, mais qu'elle n'est pas motivée, ça ne fonctionnera pas. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de talent à la base, mais qui est motivé, elle réussira à faire quelque chose. Je le disais, c'est vrai que vous avez reçu de nombreux prix et trophées ces dernières années. Et je vous souhaite vraiment d'en recevoir encore plus les années à venir. Nous, en tant que spectateurs, voilà, on voit les prix, on se dit waouh, c'est le côté visible de l'iceberg. Bien sûr. C'est quoi le côté caché ? C'est quoi votre quotidien ? Si on vient vous voir, voilà, Nabil Barina, c'est quoi les difficultés du quotidien que vous rencontrez chaque jour ? Là, les difficultés qu'on rencontre, c'est il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent parce qu'ils veulent
exploiter notre image. Ouais. Donc ça, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Mais on a beaucoup aussi de personnes qui vont nous contacter, mais qui vont rétro-pédaler parce que justement, vont penser qu'on est beaucoup trop cher. Donc en fait, il y a ce côté où les gens ils disent ouais, mais de toute manière, c'est tombé, c'est trop cher. Et du coup, pour certaines collaborations, parfois ça bloque. Ouais. Pourquoi c'est combien en moyenne les prix de vos pâtisseries? Alors, nous, là pour le moment, on ne vend pas forcément de pâtisserie. Là, nous par exemple, sur le tiramisu, j'ai été en moyenne à 10 euros. D'accord. Pour moi, c'était un prix correct. Hein, vous allez dans un snack, vous en payez à 5 euros. Nous, et puis c'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité. On est au double, mais après, on a des prestations. On a des prestations journalières qui peuvent aller jusqu'à 1 500 euros la journée. Vous êtes quand même champion du monde du tiramisu. Aussi. Donc on va pas avoir le même tiramisu que dans les snacks ou autre, c'est sûr. Les gens trouvent ça cher du coup. Tout est toujours très, très cher. Tout est cher. C'est pour ça que maintenant, tout se fabrique en Chine, parce que c'est moins cher. Mais après, c'est ce que je dis souvent. Moi, je vends de la qualité et je vends au prix juste. Ça veut dire que je vends mon expertise. C'est comme vous allez voir un avocat, vous allez rentrer, vous allez être une demi-heure avec lui, vous allez être facturé 500 euros. Mais c'est pas les 30 minutes que vous avez partagées avec lui qui sont facturées 500 euros. Bien sûr. C'est les 10, 12 ans d'études qui vous facturent. C'est tout ce qui va vous faire économiser en procès ou en administratif. Aujourd'hui, moi, ce que je vends, c'est mon expérience, mon expertise. Et c'est une partie de moi-même aussi. Parce que dans mes gâteaux, je mets tout mon savoir-faire, je mets de l'amour, je mets de la passion. Et puis c'est ça qu'on vend. Mais quand même, un Français champion du monde de tiramisu. Les Italiens, ils sont en PLS là, non? Je sais pas. Comment ils vous voient aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous détestent? Vous leur avez quand même piqué leur prix, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allé gagner en Italie ce premier titre, j'ai sympathisé avec les Italiens. J'ai été ambassadeur de la gastronomie italienne en France. Ok. Je travaille maintenant beaucoup avec des fédérations à l'étranger, notamment celle d'Italie. Donc après, c'est le jeu. Parfois, les Italiens sont venus gagner des compétitions en France et c'est ça le but. Le but, c'est aussi de se challenger. La pâtisserie, c'est universel. Donc ça permet aussi de faire des rencontres intéressantes, de faire du business un peu de partout. Il ne faut pas se fermer, quoi. Ouais, mais c'est drôle quand même. Oui, c'était très drôle. C'est drôle. J'aurais bien aimé être là juste pour voir quand même. Ah, c'était très drôle. Surtout que 2 ans après, on regagne cette fois-ci sur la pâtisserie, chocolaterie et la glacerie. C'est bon, je les ai terminés. Je crois que je vais être interdit d'entrer en Italie. Ouais, peut-être. Dites-moi, Nabil, ça veut dire quoi tiramisu en italien? Alors, ça veut dire tire-moi vers le haut ou remonte-moi vers le haut. Il y a plusieurs histoires. Hein. On dit que le tiramisu c'était un dessert pour les ouvriers avec un peu de café pour en fait leur mettre un petit coup de peps après leur journée de travail. Et il y a une autre version qui est un peu plus coquine, qui serait plus de Venise, où en fait les hommes infidèles qui allaient dans des lieux de rencontre, on va dire, on leur faisait manger ce tiramisu pour reprendre un petit coup de peps pour pas être trahis à la maison si jamais ils devaient reproduire leur exploit. D'accord. Mais c'est vrai que tiramisu, on peut dire que c'est un peu remonter le moral, quoi. C'est ça. On remonte un petit peu, un boost d'énergie, remonter le moral. C'est ça. Et c'est plutôt vrai. Quand on mange un tiramisu, franchement, ça remonte vachement le moral quand même. Hein. Ça fait du bien au moral. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce dessert en particulier pour concourir? Parce que voilà, ça fait appel à quelque chose de positif dans l'esprit des gens. Le tiramisu, je dis toujours que c'est un dessert très rassurant. C'est ça, c'est réconfortant. On est en déprime, on mange un tiramisu, ça passe. On est bien, on mange un tiramisu, ça passe. Non, mais là, en fait, ce qui m'avait intéressé, moi, mon dessert favori, c'est le Paris-Brest. Ah, c'est pas le tiramisu? Non, c'est pas le tiramisu. D'accord. Et en fait, quand il y a eu l'ouverture du concours, parce que c'était deux concours différents, le premier championnat du monde du tiramisu à Milan, on sortait de Covid, et moi je voulais me remettre un petit peu dans le concours, j'ai dit allez, pourquoi pas. Et il y avait un tiramisu classique à faire et un tiramisu moderne. C'était la partie innovation, le moderne qui m'intéressait. Donc le classique, j'y suis allé, on a fait un tiramisu classique qui était bien. Et le tiramisu moderne, en fait, je me suis basé sur des voyages. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager.
Et j'ai fait un tiramisu que j'ai appelé les jardins du Taj Mahal. Et en fait, c'était aux saveurs indiennes. Et en fait, l'association, la technique, tout ce qu'on a mis, en fait, on a permis aux gens de voyager à travers un dessert. Il y avait quoi dedans? Parce que Taj Mahal, moi, on avait fait un espuma exotique, un biscuit au coco infusé au café vert et un sorbet mangue curry. Ah ouais, d'accord. Ah, curry, ouais. Marrant. Ok. J'aurais bien aimé goûter ça. Peut-être une prochaine fois. Ouais, carrément. Complètement. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi aussi, je suis fan de Paris-Brest. C'est une de mes pâtisseries préférées. Ouais. Donc, en tant que spécialiste devant moi, j'aimerais vous demander qui fait le meilleur Paris-Brest, selon vous? Où est-ce que je peux trouver le meilleur Paris-Brest? Sur Paris, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas, mais il y en a beaucoup qui font des bons Paris-Brest. Hein. J'aime bien le Paris-Brest de Marwan, Top Chef. J'aime bien. D'accord, il en fait du coup, Marwan. J'aime bien le Paris-Brest de Silax. Ok. J'aime bien le Paris-Brest d'Angelo Musa. Donc je sais plus s'il le fait encore, mais Angelo Musa pour moi c'est. Qui était au Plaza Athénée, il me semble. Au Plaza Athénée. Ouais. Pour moi c'est l'un des meilleurs chefs pâtissiers. On n'en entend pas beaucoup tant parler que ça d'Angelo Musa, mais alors qu'il est vraiment très talentueux. Les gens talentueux, on entend rarement parler. Et les gens talentueux comme Angelo Musa, ils n'ont pas besoin d'aller chercher la lumière. Je pense qu'il la génère. Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais dans le comportement, c'est vraiment typiquement... le genre de professionnel que j'admire et que je respecte. Philippe Conticini aussi, pour le Paris-Brest. Je trouve plutôt pas mal. Il paraît. J'ai pas eu encore l'occasion de goûter le sien. Il est très généreux. Très généreux, c'est un vrai Paris-Brest. Avec du beurre. Voilà. Avec beaucoup de pralines. Enfin, on en mange une part, c'est suffisant. Mais voilà, c'est réconfortant. C'est le petit plaisir sucré qui fait du bien. Moi, le Paris-Brest, c'est... Ouais, je peux en manger 6 personnes tout seul, hein. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème et j'ai pas de culpabilité, hein, même si je partage pas. Je suis pas égoïste, mais pour le Paris-Brest, j'avoue que c'est chaud. Est-ce que ça vous plairait, vous, de devenir chef pâtissier d'un grand palace parisien? Parce qu'il y a quand même beaucoup de chefs, finalement, qui le font. On est en discussion, nous, pour une chaîne, justement, sur une grosse chaîne marocaine, pour créer des cartes de 26 établissements. Si l'opportunité s'ouvre, ça pourrait m'intéresser de faire la carte. Après, de nouveau retourner dans un hôtel, je suis pas sûr. Ouais. Mais après, pourquoi pas? Si en fait on me laisse m'exprimer et développer mon potentiel et faire ce que j'ai envie de faire, moi j'ai pas envie de faire la pâtisserie comme ce que tout le monde fait. Moi j'ai envie de vendre ce que j'ai envie de vendre. Donc si on me laisse carte libre, oui, ça m'intéresserait. Ouais. Comme ça, le message est bien passé. Ouais. Voilà. Ça consiste en quoi, les sessions d'entraînement avant un concours? Est-ce que vous devez faire des tiramisu tous les jours pour vous entraîner? Comment ça se passe? Le tiramisu, c'est en 2021, là, le championnat du monde, c'était autre chose. Oui, je sais bien, ouais. Sur le tiramisu, honnêtement, moi je l'ai préparé le concours en une semaine. Une semaine? Ouais, parce que c'est pas un concours, ça, on a fait beaucoup de buzz à travers ce concours, mais c'était pas le plus technique. D'accord. Par contre, le championnat du monde de chocolaterie, glacerie, pâtisserie, ce que je disais aux personnes avec qui, à Luc, à Maury et Charaf, la tête avant les mains. Parce que souvent, en fait, on veut montrer tout notre savoir-faire, on veut mettre tout notre savoir-faire dans un seul gâteau. Et on est là à se précipiter, à vouloir faire plein de choses. Et c'est pas comme ça qu'on gagne un concours. Un concours, ça se réfléchit. Mais vous entraînez comment concrètement? Vous faites quoi? En fait, nous, on faisait des réunions tous les lundis et on se voyait un lundi sur 2 pour les entraînements. Et à chaque fois, on se fixait un objectif et puis on devait l'atteindre. Et on se laissait 3 essais. Si on n'aboutissait pas d'essais, on balayait. Et puis si on n'était pas d'accord les 4 ensemble, on validait pas les dés. En fait, c'était même pas un système de majorité, il fallait qu'on soit tous d'accord pour pas qu'il y ait de... Parce que le problème, en fait, s'il y en a un qui a un doute, le doute va germer dans l'esprit et en fait, à la fin, ça va compliquer le concours. Lorsque vous êtes en équipe, on gagne tous ensemble et on perd tous ensemble. Oui, en fait, il va pas se donner à fond
si lui-même a un doute, et forcément ça va avoir un impact sur le groupe. Exactement. Ouais, Exactement. Mais nous, on ne connaît pas comment ça se passe, ce genre de concours, donc on peut s'imaginer plein de trucs. Concrètement, vous faites quoi? Est-ce que vous pâtissez des gâteaux tous les jours? Je sais pas. En fait, il y a plein de choses à faire. En fait, c'est un championnat du monde, il faut être dans l'innovation. Donc nous, il fallait qu'on fasse des choses. Vous testez des recettes? On teste des recettes, on essaie de trouver des techniques qui n'ont jamais été faites, jamais été vues. Ah oui. Là sur ce concours, je voulais absolument qu'on amène un côté sensoriel pour impacter le jury. On avait choisi comme thématique, le thème c'était la musique de chaque nation, et nous on était parti sur la French Touch. On a fait une dégustation par exemple sous casque. Donc les jurys écoutaient de la musique en même temps que. Donc ça nous permettait de les mettre clairement dans le sujet. C'est immersif. Exactement. Ce que je trouve vraiment très ingénieux. Et en fait, on a travaillé sur pas mal de choses comme ça. On a mis de la réalité virtuelle en haute définition avec des QR codes. En fait, on a investi beaucoup de choses, beaucoup d'argent pour que les gens soient dans notre univers. En fait, l'idée c'était, on s'est dit les jurys vont goûter des gâteaux toute la journée. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ça. Il faut marquer les esprits. Exactement. Il faut être unique. En fait, les gens souvent ça revient un peu ça rejoint le propos que je disais tout à l'heure. Les gens imitent tout le monde s'imite, tout le monde se copie. Et en fait, nous, on voulait pas être une contrefaçon, on voulait être unique. Bah comme quoi, ça vaut le coup de se creuser un peu la tête. Exactement. Pour être unique. On le voit, vous excellez dans le domaine de la pâtisserie. J'aimerais savoir dans quel domaine vous aimeriez vous améliorer. Waouh. Ça, c'est une question. Il y a tellement de domaines. Alors, j'aimerais bien apprendre le piano. Ouais. Okay. Pourquoi le piano? J'ai toujours trouvé ça joli. J'ai toujours trouvé ça très joli. Et puis, s'il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est ça. Donc, c'est un de mes objectifs. Et peut-être que l'année prochaine, si vous m'invitez, ça sera pour vous faire une petite... Un petit morceau. Non, mais c'est un de mes objectifs, ouais. Mais vous m'avez dit aussi que vous êtes formé dans pas mal d'autres domaines, PNL, etc. Vous pouvez un petit peu nous en parler? Pourquoi ça vous a attiré ces domaines-là? Je fais de l'accompagnement, toujours, pour des entreprises. Un jour, je me suis rendu chez un client et on a fait une journée de formation qui s'est très bien passée. Le lendemain, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé mon client très pâle, très, très triste, en train de pleurer. Et on a commencé à échanger et en fait, il avait beaucoup de difficultés financières. Sa femme ne l'a pas supporté, entre-temps, dans la nuit, était parti. Bon, et en fait, il y a eu une accumulation de choses et ça a été très compliqué. Et ce client m'a dit, écoute, c'est pas grave, on finit pas la formation, je te signe la journée et puis tant pis. Donc j'accepte, mais sur le chemin, je me dis, je l'ai laissé dans un état et j'étais pas tranquille. Je décide de faire demi-tour et quand je fais demi-tour, je tape à la porte, il répond pas. Donc du coup, je fais le tour et en fait, il est en train de préparer une corde pour se pendre. What? Mais non. Si. C'est arrivé au bon moment. Et du coup, en fait, mon instinct, je sais pas comment l'expliquer, mon instinct m'a dit de faire demi-tour. Ouais. Donc du coup, on s'est posé, on a discuté. Wow. Et j'ai appelé les pompiers aussi. J'ai dit que j'étais dans l'obligation d'appeler les pompiers pour déjà moi pour me protéger parce que j'étais la dernière personne à l'avoir vu. J'aurais pu être dans un fait divers. Ouais, carrément, ouais. Puis j'avais la tête de l'emploi. Non, mais du coup, je me suis dit bon. Et en échangeant, on a discuté et je me suis dit il faut que je me forme pour aussi pas faire que du business et analyser le comportement des gens. Donc j'ai fait de la PNL. Je me suis formé en fait dans le comportement des gens parce que 90% de notre communication elle est non verbale. Et ça m'a intéressé. J'ai suivi des conférences sur l'intelligence émotionnelle et ensuite je me suis formé sur l'hypnose thérapeutique parce que je me suis dit comment on peut amener des émotions, comment on peut transmettre des choses, comment on peut former des gens à travers la communication, à travers la gestuelle, à travers la dégustation d'un produit. Et du coup, aujourd'hui, je mets ces acquis dans mon métier. Ouais, c'est ce que je trouve vraiment très intéressant. Vous avez réussi à combiner
la psychologie à ce que vous faites, à la pâtisserie. Et finalement, ça donne quelque chose vraiment d'unique. Et j'ai l'impression que vous vous épanouissez bien dans ce domaine-là. Donc, je trouve ça vraiment plutôt cool d'avoir des compétences comme ça, très différentes, mais que vous réussissez quand même à allier entre elles. En fait, les rapports humains, on est obligé, de toute façon, en pâtisserie. Ouais, parler avec les gens, nos collègues, parfois, voilà, vous avez des gens dans des équipes, parfois c'est des pépites, et puis il va se passer quelque chose dans leur vie, et ces personnes vont gâcher leur carrière. Et en fait, peut-être que si on les accompagne, peut-être que si on comprend, on a tous eu des chagrins, on a tous eu des difficultés, et en fait, si on arrive à anticiper, si on arrive à discuter, si on arrive à... C'est dur de se confier. C'est dur pour l'être humain de montrer ses faiblesses. En fait, si on laisse un peu... si on montre qu'on est accessible sans trop l'être, parce que dès qu'on est chef ou quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas toujours être trop accessible, mais si on montre qu'on peut être accessible et qu'on peut parfois orienter les gens ou les accompagner, peut-être que ça peut éviter beaucoup de tracas. Ouais. Alors Nabil, je vous ai demandé d'apporter un objet, mais pas n'importe quel objet. Un objet spécial qui a une signification particulière à vos yeux pour nous raconter un petit peu l'histoire qui se cache derrière. Ouais. Et je suis curieuse de savoir ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Alors, j'ai ramené voir ça. Cette petite spatule. Voilà, c'est une petite spatule qui ne paye pas de mine. C'est une petite spatule qui ne paye pas de mine et qui m'a sauvé la vie lors d'un concours il y a maintenant plus de 20 ans. Waouh, elle a 20 ans ? Elle a 20 ans, ça. Ah oui. À 20 ans, mais je l'entretiens très bien. Ouais, elle est très bien conservée. Et en fait, c'était un de mes premiers concours. J'avais pas beaucoup de moyens à l'époque. Et le jour du concours, en fait, je suis arrivé et je me suis rendu compte que j'avais oublié beaucoup de mon matériel dans le stress. Et du coup, je suis allé dans une supérette et je suis allé acheter du matériel, acheter des ustensiles. Ce qu'il me fallait en fait pour me débrouiller. Et puis cette spatule, en fait, elle m'a sauvé. Et en fait, elle m'a permis de relativiser en me disant qu'en fait, on n'avait pas besoin d'avoir de gros moyens pour faire de grandes choses. Et en fait, c'est vrai que quand je fais un concours, elle est toujours dans ma mallette. Ça me permet toujours de me rappeler qu'en fait, on peut gagner, on peut réussir, même si à la base, on n'est pas forcément dans les bonnes conditions. C'est un peu votre objet porte-bonheur que vous gardez toujours sur vous. Alors, j'ai pas de croyance à ce niveau-là, mais c'est un objet fétiche. Fétiche. Tout à l'heure, on parlait des émotions. Il y a un ancrage émotionnel qui est associé. C'est un peu comme le doudou de l'enfant, où parfois, dès qu'on met une tenue, on se sent bien, on se dit, ouais, là, je suis... Ça donne confiance en soi. Exactement. Ouais. C'est une très belle histoire, en tout cas. Est-ce que vous comptez la donner un jour à votre petite fille ? La transmettre dans la famille ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas si elle est bien conservée ? Pourquoi pas si elle la veut, elle l'aura. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cette histoire avec nous. Avec plaisir. Alors, vous savez, on a une petite tradition dans le podcast, c'est de finir avec les questions rafales. D'accord. C'est très simple. En 2 minutes, je vais vous poser une série de questions très rapides. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. D'accord. Pour pouvoir découvrir un petit peu une autre facette de Nabil, celle qu'on n'a pas encore vue pendant l'interview. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? J'embrasse ma fille. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Influence et manipulation. Quelle est votre dernière folie financière ? Je me suis fait un très bon resto avec ma femme. Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime ? Je vais dans mon jardin. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? De laisser mes chaussettes de partout. C'est une habitude que ma femme ne supporte pas. C'est vrai que je sème mes chaussettes un peu de partout chez moi. Comme Hansel et Gretel, quoi. C'est ça, ah non, c'est les petits poussets. Ouais, mais c'est pour retrouver mon chemin. Ouais, c'est ça. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? De persévérer. Et le pire conseil que vous n'auriez jamais dû suivre ? D'abandonner. Est-ce que les pâtisseries de Cédric Grolet sont trop chères ? Je pense qu'elles sont au prix de sa compétence. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Mon jardin. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ?
qu'on peut réussir beaucoup de choses avec très peu de moyens. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? Payer mes amendes. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer ? M'occuper de ma fille le matin. Quel est votre plus grand regret ? Mon plus grand regret, que mon père ne m'ait pas vu grandir. Si vous aviez 100 € et pas 1 € de plus, dans quoi les investiriez-vous ? Dans la nourriture. Quelle est votre plus grande phobie ? Phobie ? Phobie. Ah, j'ai peur de mourir noyé. De ? J'ai peur de me noyer. Ah, de vous noyer ? Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais très bien nager, mais si je pense que je vais me noyer, je vais commencer à paniquer. Je sais pas pourquoi. C'est ma plus grande phobie. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? L'injustice. Si vous pouviez inviter une personne, n'importe qui, à déjeuner, n'importe qui sans limite, Ok. qui choisiriez-vous ? Willy Wonka. C'est qui ? Willy Wonka, le personnage de Charlie et la chocolaterie. Ah, bien sûr. Quel métier vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi ? Banquier. Et pourquoi ? Parce qu'il faut savoir mentir. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? La patience. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Je suis très têtu. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? J'embrasse ma fille. Merci beaucoup Nabil d'avoir répondu aux questions rafales. Merci beaucoup Manel. Il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué Nabil. Le dernier livre que vous avez lu, Influence et manipulation de Cialdini, Oui. c'est ça ? Ouais. Vous êtes formé dans différents domaines de la psychologie. Mhm. Qu'est-ce que vous cherchez à faire à travers vos pâtisseries, à nous manipuler tout Non, cela, en fait, petits que nous sommes ? Non, le titre en fait est très contradictoire avec le livre. Le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de techniques de vente, il y a beaucoup de techniques de compréhension de l'approche en fait de la communication sur la vente, et ça m'intéressait. Après, c'est le dernier. La question, c'était quel était le dernier livre. Donc, Bien sûr. Non, mais je le connais très bien ce livre. Hein. C'est un livre, un must-read, ouais. vraiment, qui est excellent dans son domaine. C'était juste le petit clin d'œil sur la manipulation, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un domaine, un sujet qui vous intéresse. Pas la manipulation. Non, c'est vrai. En fait, souvent, les gens, dès qu'on cherche à comprendre les gens, pensent qu'on les manipule. Non. C'est vrai, c'est vrai. En fait, moi, j'aime bien connaître les gens. J'aime savoir avec qui je discute. J'aime voir l'environnement dans lequel j'évolue. Et c'est vrai que quand je rentre quelque part, je suis obligé d'observer, de voir, d'identifier, de regarder comment les objets sont placés sur la table, sur les murs, sur les étagères. Et ça donne tout de suite, en fait, une première idée des personnes à qui on a affaire ou Ouais. où on est, quoi. Moi, je suis d'accord avec vous, ne pas être passif, au contraire, être très conscient de notre environnement, et puis s'intéresser à la nature humaine, hein, tout simplement. Hein. C'est ça, il faut pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui subit. J'ai pas envie de subir en fait les choses. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de. Moi, je suis curieux des gens en fait. Je suis curieux d'apprendre. Et c'est vrai que la communication, je préfère ce mot. Ouais. La communication, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Moi, l'un de mes plus grands rêves, par exemple, dans la pâtisserie, ça serait de créer un gâteau qui permettrait d'arrêter les guerres, par exemple. Parce qu'on arriverait, on dirait, voilà, mangez un gâteau, ok, vous êtes en embrouille, vous voulez faire la guerre, mangez le gâteau, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est bon ? Et ensuite, dans la communication, dire, bah, tu vois, on a utilisé le chocolat de ton pays, on a utilisé la crème de ton pays, finalement, bah, vous pouvez matcher ensemble. Et c'est dans la compréhension des choses, et souvent, en fait, on n'aime pas les gens qu'on ne comprend pas, et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et comprendre les choses, c'est important. Totalement. Bon, si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Il faut me suivre sur Instagram. D'accord. C'est là où on a plus d'activités. Puis après, on a notre site internet qu'on commence à développer. Et puis après, on fait quelques événements. On en a un de prévu. On va en faire un à Paris. Donc on a un beau projet sur Paris. On n'a pas encore fixé de date, mais normalement, on en entendra parler. Ah bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit message quand c'est fait. Il n'y a pas de problème. Bon, je rappelle le nom Nabil Barina hein, sur Instagram, c'est ça ? C'est ça. Et puis, oui, le site internet et l'école, Zucchero, pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est ça. Zucchero qui est en cours de création également. Et
qui va permettre aux gens d'apprendre des techniques et, de pâtisserie et de vivre surtout de vivre des bons moments avec moi-même et mon équipe. Et si on veut manger une de vos créations ou bien goûter le meilleur tiramisu du monde? Alors, nos créations, elles sont disponibles uniquement sur nos événements pour le moment. D'accord. Après, là, on a un projet qu'on espère qui se concrétisera cette année sur Lyon où on va faire un bar à dessert, en fait, un bar à dessert où en fait les desserts évolueront chaque semaine. Très bien, voilà. Super, à Lyon. À Lyon. Ok, on sera au rendez-vous. Eh ben, vous êtes les bienvenus. Merci encore. Merci beaucoup. Nabil Barina d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Pareillement. Chin. Merci beaucoup.